Nous allons reprendre avec la dernière conférence de la journée. Donc pour laquelle nous allons entendre Jean-Jacques Chechiniarz, qui va nous parler de l'œuvre cosmologique de Roger Penrose. Bon, merci pour cette invitation. J'ai beaucoup varié dans la préparation de cet exposé. Je voudrais insister donc sur ce qui, pour moi, fait l'originalité de Penrose en tant que telle. Et l'une de ces originalités, évidemment, c'est une prodigieuse inventivité mathématique. C'est avant tout un mathématicien créateur, un géomètre. Et je voudrais vous rendre sensible à cet aspect de son œuvre. Et du coup, je m'excuse auprès de Marc, parce que je n'avais pas prévu de parler des diagrammes conformes, mais j'en parlerai un peu, mais pas... et en plus, il a une méditation, physico-philosophique, sur laquelle je vais commencer. Alors, on pourrait dire que bien que ce soit pas forcément admis dans la communauté, on peut dire que le Penrose, c'est quelqu'un qui médite sur la notion d'entropie. C'est une profonde méditation sur l'entropie. Et ce que je vais développer, donc, c'est que cette méditation sur l'entropie, peu à peu, l'amène à une méditation cosmologique. Mais il est très difficile de séparer logiquement les deux aspects de cette pensée. Alors, évidemment, c'est une très grande richesse dont vous avez des instruments, des outils, des concepts cosmologiques très, très développés, mais on ne peut les comprendre que dans ce cadre qui n'est pas forcément admissible d'une réflexion sur l'entropie. Alors, donc, au centre de cette réflexion, il y a donc l'entropie d'une part, alors en définissant ceci de façon très simplifiée, comme toujours, c'est une quantité qui mesure le désordre d'un système physique, pris de façon très générale. Je vais petit à petit développer cet aspect. Et d'autre part, cette idée que cette quantité croît, et elle ne peut que croître. Et donc le deuxième principe de la thermodynamique, qui a une portée universelle, s'appliquant aussi bien à la théorie de la relativité, à la théorie newtonienne, à l'électromagnétisme, etc., etc. Donc, portée universelle du principe anthropique que je vais peu à peu développer. Donc, j'aurai une pédagogie un peu, je dirais, répétitive, ce qui vous permettra de décrocher sans problème au fur et à mesure que je vais développer, parce que je vais répéter beaucoup de choses, mais à chaque fois en ajoutant une précision. Donc, Penrose signale dès sa première réflexion que quand on réfléchit sur ce principe, d'une part, on sait que c'est un principe qui n'est pas une égalité, mais qui est une inégalité, à la différence des autres principes de la physique. Et ceci parce que, d'autre part, c'est un principe asymétrique, alors que toute la physique est symétrique. Et c'est ce problème de la conciliation de ces deux aspects paradoxaux auquel il s'attaque. Donc, nous appliquons des mêmes raisonnements dans les deux directions du temps, futur et passé. Et si on a un point X, je vais revenir dans une petite boîte V de l'espace de phase, je vais définir tout ça après, ce qu'il appelle maintenant. Nous examinons l'évolution du passé vers le passé antérieurement à maintenant. Nous trouverons une probabilité écrasante que X soit arrivé dans la boîte après avoir traversé les boîtes de plus en plus grandes à mesure que l'on remonte dans le temps vers le passé. Cela a pour conséquence qu'avant le maintenant, c'est l'inverse du second principe qui se serait appliqué avec une entropie croissante vers le passé, ce qui est en contradiction avec nos observations les plus élémentaires. Alors, je vais suivre donc cette logique de Penrose en insistant aussi sur un autre point, qui est un point, on peut dire philosophique, mais toute la cosmologie repose sur ce point-là. C'est un interdit que Kant avait posé. On ne peut pas remonter, disait Kant, d'une situation physique locale à sa généralisation dans une cosmologie qui, pour Kant, dans son temps, n'était pas une science rationnelle. Alors, si on transgresse ce principe, c'est-à-dire qu'on remonte
du cas physique local à la cosmologie, on devrait tomber dans ce que Kant appelle les illusions transcendantales, mais justement, c'est à quoi se livre Penrose, c'est à quoi se livrent les cosmologues. Alors donc, on a ici ce schéma classique, hein. Vous avez le maintenant, la now, et vous remontez vers le passé avec des boîtes de plus en plus grandes, et puis ou si vous allez vers lui, ça devient de plus en plus petit, et puis vous avez vers le futur dans cette direction-là. Alors, donc, on a l'évolution d'un système physique représenté par une courbe, alors dans l'espace de phase que je donne ici, et notre système, à l'instant maintenant, est représenté par ce point petit x, et dans une boîte nue de volume V très restreint. Hein. Et donc, si nous voulons voir ce que pourrait être son comportement ultérieur, nous concluons que, du fait des grandes variations de volume des différentes boîtes, le système a toutes les chances de passer par des boîtes de plus en plus grandes, selon le second principe. Et je cite Penrose, Road to Reality, page 675, auquel je vais me reporter. Alors, voici maintenant un aspect du raisonnement de Penrose sur lequel je vais revenir encore une fois plusieurs fois. Si on applique ce raisonnement vers le passé pour savoir quelle est la trajectoire la plus probable qu'aurait pu suivre la courbe pour arriver au maintenant jusqu'à nu, le plus probable aurait été qu'elle ait cheminé donc en passant par des boîtes de plus en plus grandes au fur et à mesure que l'on remonte vers le passé. Je l'ai déjà dit une fois. Bon. Et alors, la stratégie théorique de Penrose, ça va consister à construire une cosmologie en fonction de cette réflexion sur le second principe. Hein. Et donc, je vais du coup passer en revue certaines propriétés de la science cosmologique que je vais rappeler au fur et à mesure. Hein. Donc, la cosmologie, comme vous le savez, c'est une science du tout en tant que tout, hein, et c'est ce que Merleau sur laquelle il avait beaucoup insisté, ce qui fait la spécificité, l'originalité de la cosmologie, c'est qu'elle considère qu'il y a un objet qui est le tout. Hein, et qu'on va pouvoir donner des propriétés à ce tout en tant que tout. Ça ne veut pas dire qu'on traite de tout, mais on traite du tout en tant que tout. Hein. Bon, alors l'univers, maintenant, on peut donc se poser sur cette question. Alors, par exemple, Penrose pose la question de savoir est-ce que l'univers est un système isolé, hein. Et à ce moment-là, on se pose des questions cosmologiques. Hein. Et est-ce que c'est un système isolé et un système ouvert, hein. Et avec cette question que si l'entropie d'un système isolé augmente, il est toujours possible, dans le cas d'un système ouvert, de réduire l'entropie par une contribution, par exemple, d'une action extérieure. Si je prends l'apport de faible entropie du Soleil, par exemple, ça va réduire. Hein. Mais, dit Penrose, ce n'est pas ce que je veux faire. Hein. Ce que je veux faire, c'est arriver à une étude du système comme tout en tant que tel et voir l'application de l'entropie à ce système. Hein. Donc, et de la même façon, si vous voulez, bien sûr que le système peut être infini, hein, mais ça n'empêche évidemment pas qu'on le considère comme un tout. Et il peut être spatialement fini. Et s'il est spatialement fini, comment est-ce qu'on peut faire pour valider le second principe qui se fonde sur un raisonnement supposant l'infinitude de l'univers? C'est tous ces problèmes-là qu'il va soulever, mais il va dire que la réflexion sur le second principe ne préjuge pas de toutes ces questions-là. Cette réflexion peut se produire à travers tous ces obstacles et ces propriétés. Alors, bon, il faut définir quelques concepts. Hein. Je vais définir l'espace de phase, qui est aussi un des concepts clés pour pouvoir appliquer l'entropie à l'univers. Il faut dire c'est quoi la phase de l'univers comme système de phase. Donc, ça veut dire que donc, si on regarde, il y a plusieurs concepts dont il faut aller traverser. Hein. Il y a l'espace de configuration, et avec un système qui possède des degrés de liberté, qui est, par exemple, le nombre de particules qu'il possède. Hein, puis tout système, il possède donc cet espace de phase simplifié. Hein, et dans cet espace de phase simplifié, on va faire passer, il va y avoir des trajectoires qu'on va essayer de faire passer, hein, et avec des questions de dimension qui se posent, sachant que l'espace de phase a 2 fois plus de dimensions que l'espace de configuration, mais ça, c'est... Voilà, par exemple, l'espace de configuration. Et puis, une fois qu'on a cet espace de... Bon, là, on a l'espace de configuration, hein, mais une fois qu'on aura l'espace de phase, après, on va considérer des volumes et des tailles. Et donc, le principe anthropique, il va s'appliquer à des tailles, à des volumes. Hein. Et donc, on s'intéresse donc à l'équilibre anthropique de l'univers vu comme un tout, et plus particulièrement, on verra à l'entropie des trous noirs, mais on verra ça
aussi en fonction des tailles. Alors, donc, comme je l'ai dit, je viens de le dire, donc la question de la finitude de l'infinitude, c'est pas ce qui nous centre, hein, et je continue à développer la cosmologie, ou les éléments de cosmologie que utilise Penrose toujours pour résoudre son problème d'entropie. Hein. Alors, donc, il développe dans ses différents ouvrages une vision extrêmement pédagogique et vraiment profonde de la cosmologie et de la relativité, hein, qui répond au principe de covariance générale, hein, et avec ce fait que, bien sûr, comme vous savez, on va décrire l'évolution de l'univers, toujours sous cette entropie, hein, sans privilégier la coordonnée temporelle. Hein, et donc, on a ces différents schémas qui ont déjà été évoqués largement ce matin et en partie hier. Hein, et il dit qu'à ce stade de sa réflexion, il lui suffit de dire que les modèles cosmologiques standards dont je vais reparler possèdent une coordonnée temporelle naturelle, et ça lui suffit pour poursuivre sa réflexion. Alors, la dimension de l'espace de phase est toujours... il va la poser comme une dimension infinie, mais encore une fois, ce n'est pas un problème. Hein. Et pour le volume de l'espace de phase qui vont être résolus avec d'autres théories, que Marc a évoquées, mais donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais en particulier pour le cas de la théorie quantique des champs, hein, qui résout ces problèmes. Et il dit, là encore... ça ne préjuge en aucun cas, ne préempte ma réflexion sur l'entropie. Et il dit, nous ne disposons pas actuellement d'une théorie de la gravitation quantique, je peux quand même continuer ma réflexion. Alors, une remarque importante, toujours pour préciser tout ça, il est erroné, selon Penrose, d'attribuer l'accroissement de l'entropie à l'expansion de l'univers. Hein. Donc, c'est une erreur, dit-il, ça provient de l'attribution erronée d'un nombre de degrés de liberté relativement réduit à un univers plus petit, ce qui définit une sorte de plafond et d'enchaînement qui ferait qu'à chaque fois l'entropie croîtrait. Et là, non, c'est pas son problème. Et je développe pas trop, mais il dit que la notion de plafond d'entropie est inappropriée pour la réflexion qu'il est en train de mener. Alors... donc, si on utilise l'espace de phase, que j'ai noté comme l'UIPU, adapté pour la totalité de l'univers, le déplacement d'un point X le long d'une courbe xi de pi représente l'évolution de l'univers dans son ensemble. C'est l'avantage de l'espace de phase comme extraordinaire principe et graphe et géométrie pour décrire ces questions d'entropie et de système entropique. Alors, le point X traverse, comme on l'a vu, des boîtes de plus en plus grandes à mesure que T, la coordonnée temporelle, augmente. Hein, et tout ça, ça suffit pour continuer, encore une fois, cette réflexion. Alors, si je vais maintenant plus avant dans la cosmologie, comme Penrose. Donc, la question de l'entropie, dit-il, colossale, accessible à l'univers, demande d'explorer les données cosmologiques pour saisir la taille de la boîte B de l'espace des phases, correspondant au Big Bang, pour la comparer ensuite à la taille PU et le volume de la boîte nue d'aujourd'hui. Et donc, je note encore une fois, la logique des arguments, c'est la cosmologie et le résultat de sa réflexion sur le second principe, et là on est toujours en train, mais on est déjà passé à un niveau supérieur, quantitativement, on est déjà entré dans l'univers, si je puis dire. Hein. Alors je vous rappelle les modèles standards de la cosmologie, hein. Donc on a déjà rappelé tout cela avec la première découverte de Friedman, et puis la classe des modèles qu'a étudié Friedman, qu'on appelle les modèles FLRW. Hein. Et ça me permet quand même de vous montrer, voilà, des diagrammes de Penrose. Alors, j'ai pas... Bon, il faudrait faire des distinctions que fait Penrose, je ne peux pas les faire. Si vous voulez, il y a deux sortes de diagrammes conformes chez Penrose. Il y a les diagrammes schématiques, comme ceux-là. Vous avez des modèles d'univers. Alors, en haut, c'est
sans constante cosmologique. Ensuite, en bas, c'est avec constante cosmologique. Donc, vous voyez, on peut voir géométriquement les différences. Hein. Et alors ça, c'est des diagrammes, on pourrait dire les diagrammes schématiques. Et puis, il y a les diagrammes conformes stricts que Marc a montré tout à l'heure. Alors, les diagrammes conformes stricts, il y a une codification très précise des objets, etc., la façon de décrire les singularités, de décrire les dimensions, etc. J'en parlerai peut-être encore par la suite. Alors, donc, on a vu, ces modèles sont homogènes et isotropes. Je ne reviens pas là-dessus puisqu'on en a beaucoup parlé. Hein, et donc, on a un groupe de symétrie transitif qui agit sur l'espace-temps, O3. Hein, et pour chaque membre d'une famille de 3 surfaces du genre espace, qui sont les 3 surfaces T indice T de l'espace au temps T donné. Hein, et ces hypothèses conviennent parfaitement à nos observations de distribution de matière à grande échelle, hein, et elles sont vérifiées. Donc, alors là, sur ce point, donc je voulais ajouter ce point même à la suite de ce qui a été dit ce matin, ça fait quand même grossièrement, mais simplement, de la cosmologie une science en un sens expérimental. Parce que tout ce qui est écart à l'uniformité, etc., au fur et à mesure qu'on porte aux observations, donc vous avez tous ces programmes énormes, COBE, Boomerang, WMAP, etc. Hein, et selon ces programmes, l'isotropie est très bien vérifiée. Alors avec des confonds. Mais ça veut dire qu'on fait une sorte d'expérimentation observationnelle. Et donc, cette science est expérimentale en ce sens-là. Et on peut dire qu'elle est encore plus expérimentale, je peux dire, lorsqu'on a eu le fond diffus cosmologique, hein, qui est, là encore, un fait observationnel construit et le flash du Big Bang avec ce rayonnement du fond de l'espace qui est donc FDC. Donc, et qui, de ce point de vue, là encore, c'est vraiment au sens expérimental du terme, c'est une observation expérimentale qui réfute un système d'hypothèses, à savoir l'univers stationnaire. Donc, alors le second principe, donc, je vais ajouter quelques clarifications, je reviens à nouveau sur le concept d'entropie. Hein, et donc, le Penrose continue à dire que le problème de l'entropie, pour lui, doit être posé dans sa plus grande amplitude. Hein, et je vais donner encore quelques précisions. Hein. Donc, à chaque coordonnée de position pour chaque particule, bon, je vais vous... non, je n'ai pas là. Non, j'ai pas. On verra, on va le rencontrer en chemin. Hein. Chaque particule doit correspondre à une coordonnée de mouvement supplémentaire qui correspond au formalisme de Hamilton. Hein. Et c'est l'impulsion au moment cinétique dans le cadre des coordonnées angulaires qu'on doit utiliser pour décrire le mouvement. Donc, c'est-à-dire que l'impulsion, c'est masse fois vitesse. Et les mouvements de toutes les particules, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant, qui composent notre système, tout comme leur position, sont encodés par la position d'un seul point petit p, hein, et ça correspond au schéma que je vous ai déjà montré. Mais alors c'est vraiment parce que, si vous voulez, l'espace de phase, on peut considérer que c'est un instrument absolument extraordinaire, conceptuel et géométrique, pour décrire l'évolution d'un système physique. Hein, Alors, là encore, donc, je donne la célèbre formule de Boltzmann que vous devez tous connaître, hein, qui donne la formule mathématique de Boltzmann. Alors, ce qui est important, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, ce qui est important dans cette formule, c'est le logarithme. Et l'introduction du logarithme, ça permet des opérations mathématiques, ça permet de faire des sommes, hein, et d'avoir des résultats. On passe d'un produit à la somme, et ça, c'est tout à fait important pour avoir un principe d'additivité sur le... Et donc, du point de vue de l'exactitude proprement dite, on a la constante de Boltzmann, dont je donne une formule ici, qui est... Alors, ces précisions, bon, c'est pas tout à fait
comment vous dire, c'est important comme information générale. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'argumentation de Penrose va être une argumentation qui est aussi fondée calculatoirement. Hein. Et pour montrer que c'est calculatoire, bon, voilà en particulier ce principe. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'état de faible entropie? L'état de grande ou de faible entropie, ça veut dire qu'il y a une particularité manifeste qu'on peut voir dans des valeurs de paramètres macroscopiques, même s'il existe des états relativement de haute entropie, hein, et capables d'évoluer vers des états de basse entropie. C'est très rare, enfin ça peut se passer, mais c'est une très dire d'un seul coup l'entropie va se mettre à diminuer, c'est quelque chose. Bon, ça existe, mais le fait que globalement ça augmente, et là dit Penrose, c'est vraiment le cœur de la notion d'entropie qui est au cœur de ce principe que nous sommes en train d'examiner. Alors donc il y a un accroissement inexorable de l'entropie vers le futur. Et si notre système se déplace à partir d'un état de relativement faible entropie, le point P se déplace dans l'espace des phases en suivant une trajectoire, hein, et ce sont ces notions-là. Alors, l'inexorabilité de l'entropie a donné lieu à toutes sortes de variations idéologiques. Je ne vais pas aller, donc l'accroissement du désordre, la décadence, etc. C'est pas tout à fait... C'est intéressant, mais ce n'est pas mon objet. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière le second principe? Donc, si X, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se trouve à l'instant maintenant dans une certaine boîte V nue de volume V, le point X se déplace en vertu des équations de la dynamique correspondant à la situation physique considérée. Nous nous attendons à ce que, dans l'écrasante majorité des cas, X chemine vers des boîtes de plus en plus grandes, hein, et donc ça devient de plus en plus élevé avec le temps. Donc, lorsque X, petit x, se ferait un chemin vers une boîte correspondant à une certaine entropie, il devient très improbable qu'au bout de n'importe quel laps de temps, il retombe dans une boîte d'entropie notablement inférieure, hein, autrement dit qu'il se mette, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et tout ça, c'est à cause de la formule logarithmique de Boltzmann et la petitesse de la constante et de la constante K avec ses particularités. Donc là, j'ai donné quelques exemples. Alors, tout le problème est là maintenant. On l'a vu dans le cas d'un système physique, on va le voir petit à petit dans le cas d'un système physique particulier, on va le voir dans le cas de l'univers. Et c'est dans la mesure où j'extrapole à l'univers entier cette situation qu'on va se trouver dans une situation invivable pour la cosmologie d'après Penrose. Donc là, je vais... Bon, même chose, donc je dis qu'est-ce qui s'est passé avant l'instant T0 de point de départ d'entropie, hein, l'évolution probable. Bon, comment ça se fait qu'on est à tel moment, à cet instant T, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai cet état de très faible entropie? Pourquoi je suis dans cet état? Évidemment, alors la question va être le cas du Big Bang. Pourquoi le Big Bang? C'est incompréhensible, d'après Penrose. Pourquoi il serait si faible, une entropie si faible? Et puis d'un seul coup, ça va augmenter. Et pourquoi ça va augmenter si vite et de façon absolument exponentielle? Et là, dit Penrose, on ne peut pas comprendre ça. Et c'est en posant cette situation volontairement paradoxale qu'il va vous proposer un autre modèle de cosmologique. Alors, donc, une question qui se pose, question assez... on peut se poser la question, hein, pourquoi le passé est-il si différent, hein? Alors, le deuxième principe, donc, s'applique à l'évolution future de tout système physique, hein, et on s'intéresse à l'évolution vers le passé, on s'aperçoit que cette hypothèse est tout sauf vérifiée. Alors, il y a une expérience qu'on prend toujours, que Penrose, dans tous ses livres, a toujours pris. C'est une expérience, je mets des guillemets, parce que c'est pas vraiment une expérience. Si vous avez un œuf sur le bord de la table, et l'œuf tombe. Hein. Et puis après, si on peut remonter dans le temps, et on peut revoir l'œuf qui remonte et qui se met en ordre sur la table. Et là, on dit, mais pourquoi ça ne peut pas aller dans l'autre sens, hein? Parce que, alors il y a des raisons, on pourrait dire empiriques. Si vous voulez, il y a tellement de choses, de points, etc. L'œuf, il a dû tellement s'incruster dans le tapis, etc. C'est absolument impossible qu'il revienne dans l'autre sens, hein, du point purement subjectif.
Mais ça ne l'est pas du point de vue en principe. Hein. Donc, alors, une remarque encore sur le futur. Le second principe de notre univers, avec l'implication d'une contrainte énorme sur l'état initial, résulte d'une observation. Hein, et cette observation ne semble correspondre à aucune contrainte équivalente dans le futur lointain. On peut affirmer, on ne dispose d'aucune indication nous permettant d'envisager un jour une décroissance de l'entropie. Hein. Les derniers instants de l'évolution d'un univers dont la trajectoire s'achèverait dans une très petite région de l'espace seraient les témoins d'étranges corrélations entre particules. Alors, quand on arrive à ce point d'entropie, alors Penrose aussi écrit de façon assez littéraire, on entre dans une ère d'ennui profond, hein, il ne se passe rien, etc. Donc, alors, quant au Big Bang, comme on l'a dit abondamment, c'est une explosion à l'origine de toute chose. Hein, les galaxies Hubble, hein, et il semble bien que cet événement originel, ou originaire, ou origine, a été origine de toute matière existante, a été le siège d'une formidable explosion. Alors, comme j'ai dit, comme Penrose le répète à foison, et lui, moi je suis répétitif là, mais il est bien plus que moi dans ses ouvrages, son entropie est incroyablement basse, enfin c'est l'entropie du point de vue de la gravitation, hein, alors que le reste de son entropie est proche de la valeur maximum sur tous les autres plans. Cette étrangeté a tendance à être masquée par toutes les théories qu'on a inventées ensuite, qui sont l'expansion exponentielle qu'a subi l'univers, etc. Donc ce qu'on a inventé comme étant l'inflation. Hein, et selon Penrose toujours, l'idée selon laquelle l'uniformité de l'univers que nous observons aujourd'hui résulte de processus physiques s'étant produits aux premiers instants de l'évolution, et voilà, il dit « j'y crois pas ». C'est une position singulière qu'il occupe. Alors, pourquoi, là encore, tout à l'heure je vous l'ai dit quand je vous ai énoncé l'entropie d'un système au niveau physique, élémentaire, et il dit maintenant, au niveau cosmologique, la dynamique qui sous-tend l'inflation est censée être gouvernée par les mêmes principes généraux que les autres processus physiques. Par conséquent, ils obéissent tous à des lois dynamiques symétriques par renversement du temps. Et c'est là la raison profonde de son désaccord, dont je n'ai donné qu'un simple descriptif. Au cours de ce processus inflationniste, alors il suppose qu'il va accepter l'inflation, mais vous savez que Penrose refuse l'inflation, et pour d'autres raisons générales, il refuse l'inflation parce qu'il dit, bon, c'est une théorie ad hoc qu'on ne peut pas admettre, mais supposons, dit que c'est destiné à combler un vide, il faut trouver une accélération, hein, et il dit, bon, c'est l'analogue d'une transition de phase entre solide et liquide, hein, par exemple, hein, et donc il doit s'accompagner d'un accroissement d'entropie, hein, mais l'incorporation d'un champ d'inflation dans la dynamique de l'univers, alors là, indépendamment du fait qu'on soit d'accord ou en désaccord avec Penrose, il dit, mais de toute façon, incorporer ce champ d'inflation dans la dynamique de l'univers, c'est un mystère. Hein, et on ne voit pas pourquoi il y a cette faiblesse anthropique qui est un déficit de l'excitation des degrés de liberté gravitationnelle, hein, et qui est aussi loin des autres niveaux atteints en degrés de liberté. Hein. Alors, là encore, je vais peut-être là aussi sauter par-dessus tout ça, parce que vous savez tout ça. Hein. L'espace-temps, cône de lumière, métrique et géométrie conforme, à laquelle vient d'écrire quelques propriétés, Marc vient de le faire, donc c'est peut-être pas la peine que je m'attache là-dessus. Hein. Simplement, j'insiste sur ce point, c'est que cette géométrie, on a beaucoup de mal à incorporer ça dans notre espace mental, si je puis dire. C'est un tout indivisible, hein, que c'est un cadre complet de la structure de la relativité restreinte, et on ne doit pas penser l'espace-temps non plus comme une succession, hein, mais comme une sorte de famille d'événements considérés comme simultanés. Hein, et avec ce fait que, vous savez aussi, la notion de simultanéité pour des événements séparés n'a pas de signification logique en relativité. Alors, bon, et de ce fait, si on veut revenir sur cette question de l'objectivité, je voulais le dire,
dont on a parlé abondamment. Je veux dire qu'en un sens, l'œuvre de Minkowski, elle a consisté à extraire la relativité, au sens guillemets, de la relativité pour nous présenter finalement une image absolue de l'activité spatio-temporelle. Donc en ce sens, c'est une forme d'objectivité. Hein. Alors, en régressant dans l'analyse, on doit avoir en plus une structure du quadri-espace capable de remplacer la succession temporelle des tri-espaces, etc. Donc, je ne dis pas ça. Alors, ce que je suis en train de dire pour le moment, c'est, dans le cadre de la cosmologie, il faut donner une structure pour l'entropie, essayer d'expliquer, donc donner un cadre, et ce cadre, je le dis tout de suite, pour Penrose, ce sera la cosmologie conforme cyclique. C'est ce cadre-là, c'est-à-dire un autre modèle cosmologique avec un vocabulaire néo-platonicien, il y a des éons, des cycles, etc. Je vous montrerai comment il se construit. Bon, alors ça, c'était pour décrire le flash d'explosion et de décrire aussi ce qu'est un cône de lumière. Hein. Et bon, si j'avais plus de temps, je vous montrerai comment c'est très facile de faire un diagramme de Penrose à partir de ce cône de lumière, hein, et l'intérêt que ça peut avoir. Hein. Surtout, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est sur le cône, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, et ce qui est la base même d'un raisonnement physique de relativité. Donc dans les diagrammes, les surfaces des cônes sont en général inclinées à 45 degrés par rapport à la verticale, hein, et ça correspond à un choix d'unité, donc il faudrait développer davantage, mais d'espace et de temps, pour lequel la vitesse de la lumière est égale à 1. Bon, tout ça, c'est des codifications, le symbolisme des cônes, hein, et qui est très important, parce qu'on présente toujours les cônes, mais pourquoi les cônes? Bon. Alors donc la théorie d'Einstein, comme on le sait aussi, elle dit que la vitesse de toute particule est inférieure à celle de la lumière. Donc ça veut dire que, là encore, en termes de cône, la ligne d'univers d'une particule, la ligne étant le lieu, doit être dirigée vers l'intérieur du cône, puis la lumière, etc. Alors, donc, une particule peut aussi avoir un mouvement qui est accéléré en certains endroits, donc, et là, on utilise le vecteur tangent pour pouvoir l'orienter, le décrire dans l'espace. Hein, dans le cas d'une particule sans masse, comme par exemple le photon, on sait que la ligne d'univers doit être le long du cône de lumière en chacun de ces événements, car sa vitesse en chacun de ces événements qui constituent son histoire, hein, eh bien, c'est celle de la lumière. Donc, là encore, on l'a vu ce matin, on l'a vu tout à l'heure, les cônes de lumière nous renseignent sur la causalité, hein, et c'est un vrai problème. Alors, je me souviens qu'un des premiers sujets que Marc avait instauré quand on était allé à Cargès, c'était la causalité. Mais ce qui est important, là encore, c'est que, on le remarque peut-être pas souvent, c'est que d'abord, il faut pouvoir séparer le passé et le futur, ce qui n'est pas absolument évident. La terminologie de l'enchaînement causal établit une influence dans la direction passé-futur. Alors, la géométrie de l'espace M, qui est l'espace Minkowski, est complètement uniforme. Et cette uniformité se perd quand on passe à la relativité générale. Alors j'en profite pour dire, mais comme tout à l'heure Marc en a parlé, j'ai un tout petit peu de temps, je ne suis pas... si vous voulez, dans la géométrie de Penrose, pour bien comprendre sa réflexion de mathématicien, il y a deux opérations centrales qui sont, parce que c'est un géomètre complexe, la géométrie complexe. Donc, la première opération, c'est la complexification. C'est-à-dire qu'il faut complexifier l'espace. Donc, vous avez Minkowski réel, il faut le complexifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend Rn plus I, Rn, et on a beaucoup plus de liberté, de flexibilité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va compactifier cet espace. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre.
Parce que, si vous voulez, quand vous avez affaire en géométrie complexe au plan C, vous allez le compactifier, vous rajoutez un point à l'infini. Et c'est pas d'ailleurs, je dis c'est évident, c'est pas du tout évident, on rajoute un point à l'infini. Ce qui veut dire qu'on va avoir un isomorphisme entre un cercle, si vous voulez, et une droite dans le cas réel, par exemple. Mais ce qui est plus compliqué dans Minkowski, c'est que vous êtes dans C3 complexe. Et donc, comment faire pour... qu'est-ce que vous allez rajouter à l'infini? Ce que vous allez rajouter, justement, c'est des cônes. Les cônes vont être rajoutés. Vous avez des cônes à l'infini, mais ces cônes que vous rajoutez à l'infini, ils jouent exactement le rôle des points que vous rajoutez quand vous êtes en dimension complexe 1. Mais après, il faut pouvoir manipuler toutes ces choses-là. Et si vous avez des cônes ici, puis des cônes en bas, c'est bien pire après, parce que vous pouvez aussi les identifier. Et alors, ça devient plus... C'est ce que fait Penrose. Donc, vous avez ici, j'ai fait le dessin que j'ai repris, des cônes dans le cas restreint, et puis dans le cas où il y a une accélération. Alors, voilà un diagramme typique, diagramme au sens général, schématique, ce n'est pas un diagramme strict de la formation d'un trou noir d'après Penrose. Alors, vous voyez, si on le garde bien en tête, vous voyez où sont situés les cônes de l'horizon, vous voyez où se situe la singularité, et vous voyez comme un effondrement de matière qui est décrit ici. Et, alors ce qui est très... moi, c'est ce qui m'intéresse, mais peut-être que pour les vrais cosmologues, les vrais physiciens, c'est une banalité. Ce qui est fondamental, c'est le fait qu'il y a cette instabilité de la gravitation. Et Penrose a toujours réfléchi sur la gravitation de ce point de vue. Et sur le fait qu'elle est aussi, finalement, de toutes les forces fondamentales, elle est à la fois universelle, mais en fait, elle est très restreinte. Comme si on regarde dans le cas d'autres champs disciplinaires de la physique. Donc, et c'est ça qui l'intéresse, à la fois, comme on dirait, l'universalité, gravitation universelle, et son instabilité. Et c'est en réfléchissant sur cette instabilité qu'il a approfondi, dans sa réflexion avec Hawking, la théorie des trous noirs, et qu'il a fait ses fameux théorèmes de singularité. Alors, donc, le diagramme d'espace-temps de la formation d'un trou noir, ici, donc qui est là, si on l'a bien en tête, la matière s'effondre sur elle-même, traverse une trois surfaces, qui deviendra ensuite l'horizon absolu. Là encore, Marc a écrit pas mal de choses sur l'horizon. Ils ont fait des choses avec Jean-Pierre, Luminet, etc. L'horizon, c'est aussi un concept assez compliqué parce qu'il y a plusieurs sortes d'horizons. Il y a l'horizon des événements, il y a l'horizon cosmologique. Mais là, on peut simplement dire c'est l'horizon absolu, quoi. Il n'y a aucune matière, aucun signal qui ne peut s'échapper du trou noir après sa formation. Et on voit que des cônes de lumière sont tangents à l'horizon et laissent passer matière et signaux vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur. Un observateur externe ne doit donc pas voir à l'intérieur du trou noir. Et ce qui était très bien dans l'exposition qu'ils ont faite à la BNF des trous noirs, c'est qu'ils ont fait une expérience de pensée qui consistait à faire descendre quelqu'un dans un trou noir et montrer tout ce qu'il pouvait. Alors évidemment, c'est typiquement une expérience de pensée. On ne peut pas faire plus de pensée que cette expérience. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que le trou noir, donc c'est le sort réservé à tout grand corps massif arrivé à un certain stade de son division, tel que ces forces de pression qui empêchent l'effondrement, donc ces forces ne suffisent plus à l'implacable attraction de la propre influence gravitationnelle, et donc on sait qu'un tel effondrement gravitationnel, ça se produit pour des étoiles dont la masse vaut 10 fois la masse du Soleil, arrivant à l'épuisement de ses ressources énergétiques. Elle commence à se refroidir, elle ne parvient plus à maintenir la pression pour éviter l'effondrement. Et tous ces grands théorèmes sont construits là-dessus. Donc je renvoie aux exposés Marc et Jean-Pierre Luminet. Alors,
Donc, l'origine de tout ça, en particulier, c'est les travaux de Chandrasekhar, hein, déjà depuis bien longtemps, avec cette question, comment il s'appelait notre ami qui fait de l'histoire de la physique, qui dit qu'il y a déjà des trous noirs au XVIIIe siècle. Comment il s'appelle? Eisenstedt, ouais. Mais là, on ne peut pas parler de trous noirs, parce que pour qu'il y ait, en ce sens, il faut qu'il y ait la relativité pour vraiment... sinon, c'est... Parce qu'il faut il y a des questions de vitesse de la lumière que les gens du XVIIIe ne pouvaient pas connaître. Alors, quand ça, c'est très, très remarquable. Hein, bon, on en a dit beaucoup de choses, que quand le trou noir se forme, il y a une explosion avec supernova, hein, et avec ce fait qu'il y a une luminosité absolument énorme, gigantesque de ces supernovas, qui peut être même supérieure à celle de leur galaxie hôtesse. Hein. Donc, c'est quelque chose... Bon. Alors, donc le diagramme que j'ai reproduit, donc ça, on voit que le trou noir se forme, hein, et donc il y a un diagramme qui décrit en fait une solution de Schwarzschild de l'équation d'Einstein, hein, et on a ces calculs sur lesquels je ne m'attarde pas. Donc, si je reviens au diagramme de FLRW, l'univers part d'une singularité, Big Bang, courbure de l'espace-temps qui est infinie. Il croît ensuite rapidement et son expansion dépend de la valeur de K, c'est-à-dire de la courbure. Hein. Et on a, selon que K vaut 0, que K est positif ou K négatif, hein, la manière dont se produit tout ça. Alors c'est important parce que justement, c'est en insérant sa réflexion sur ces modèles cosmologiques standards que Penrose vous proposera sa cosmologie, sa CCC, cosmologie conforme cyclique. Alors, bon, même chose pour la constante cosmologique dont on a parlé tout à l'heure, hein, et selon Einstein qui a introduit cette constante, vous voyez, bon, quand j'ai regardé les diagrammes, je les ai pas... alors, je ne sais pas où ils sont, mais enfin, au début, vous avez des diagrammes différents selon qui est ou non la constante cosmologique, mais qui correspondent, bien sûr, mais ça correspond à la manière dont, diagrammatiquement, Penrose tient compte de cette constante cosmologique. Alors, ici, bon, je ne sais pas très bien... Penrose a décrit donc, le cas... justement, le paradoxe, de façon un peu humoristique, auquel donne lieu le constat de cette entropie faible. Et Penrose a imaginé donc le créateur à la recherche de ce tout petit endroit de l'espace des phases auquel on est arrivé. Il essaye d'utiliser une épingle pour faire naître l'univers correspondant à notre univers. Hein, et Penrose a dessiné cette représentation fantaisiste, l'acte de création. Hein, et si le créateur manquait la boîte d'un tout petit poil et plongeait son épingle dans une région d'entropie maximale, on aurait un univers hostile avec un épouvantable capharnaüm d'irrégularité, pas possible, quoi. Hein. Alors, maintenant, je reviens, j'ai encore un peu de temps, donc combien de temps ? J'ai pas besoin de beaucoup de temps. Hein. Donc, alors, en quoi le Big Bang, de ce point de vue, toujours dans cette vision paradoxale, faut-il si spécial ? Bien, donc, il est si spécial à cause de l'extraordinaire faiblesse de l'entropie initiale. Combien ? Hein ? Et quand on arrive très loin, à quoi ressemble un renversement temporel, à quoi c'est l'entropie élevée, c'est l'univers banal, l'univers terrible. Hein,
Alors, ce à quoi Penrose pense apporter un remède. Alors là encore, il y a tous ces théorèmes dont Alors donc, il s'agit de donner à notre second principe un cadre cosmologique rigoureux, donc qui dit que l'entropie de notre univers, ou de l'éon courant, c'est-à-dire la période, le cycle dans lequel nous trouvons de ce schéma général sur lequel je vais revenir tout de suite, s'accroît de façon considérable depuis l'univers primordial jusqu'au futur lointain. Et les deux extrêmes, ils devraient être similaires. Il va essayer de raccorder ce qui serait un Big Crunch avec un Big Bang. Donc, alors j'y vais. Donc, il s'agit donc de concilier ces deux faits contradictoires et paradoxaux, c'est-à-dire la faiblesse de l'entropie initiale, l'extraordinaire grandeur de cette entropie, et puis ce qui se passe dans le futur lointain. Comment faire pour concilier ces deux aspects conceptuellement étonnants selon sa présentation. Donc, excuse-moi, j'ai une question. On est dans l'optique d'un univers qui se recontracte ? Oui, ça pourrait être un univers qui se recontracte. Alors, je vais aller, bon. Donc, on peut supposer au départ que l'univers primordial était dans un état gouverné par la physique invariante conforme au départ, jusqu'à à peu près à 10-32. C'est là que les gens ont essayé d'introduire l'inflation. Mais on peut supposer aussi qu'en étirant de façon conforme, et c'est là que Penrose intervient, en étirant de façon conforme l'univers initial, son état initial, et en l'étirant du côté du passé, et de la même façon en essayant de construire aussi un pont entre les deux, entre le passé, c'est-à-dire quelque chose qu'il appelle un état de pré-Big Bang. Et puis on a au Big Bang, et ensuite on a un nouveau cycle qui va se faire, et ça va recommencer comme ça indéfiniment. Donc, à l'autre extrémité de l'échelle des temps, c'est-à-dire futur, on a un univers de Sitter en expansion exponentielle, et on peut compresser de façon conforme l'avenir lointain pour aboutir à un état régulier qui serait très semblable à celui obtenu en étirant de manière conforme la situation proche du Big Bang. C'est-à-dire on va contracter du côté futur de manière à se trouver dans un état qui est assez proche de ce que pourrait être l'étirement du pré-Big Bang. Alors évidemment, c'est très spéculatif comme position, extrêmement spéculatif. Ça résout un certain nombre de problèmes, ça en ouvre énormément d'autres. Et donc, je voudrais simplement dire que Penrose n'ignore pas ces problèmes et qu'il s'est entouré de collaborateurs, donc de deux mathématiciens importants. Il y a donc son collègue Todd et puis son autre collègue Helmut Friedrich, qui lui ont fourni, pour ça que c'est des théorèmes de prolongement. Des théorèmes de prolongement issus de la géométrie complexe, alors des théorèmes de prolongement, et si bien que ces théorèmes de prolongement s'appliqueraient sur cette surface qui concilie deux cycles, une surface intermédiaire, et sur cette surface intermédiaire, il fait jouer donc ces théorèmes de géométrie complexe, et puis ça va continuer comme ça indéfiniment. Alors, donc je vais aller sur le... Bon, il utilise des arguments Alors, donc vous savez aussi que on ne peut pas comprendre non plus... Alors, Penrose a eu le prix Nobel pour ses découvertes et son importance dans la théorie des trous noirs. Mais, il n'y a pas même, je veux dire, mais on ne peut pas comprendre les trous noirs sans être dans cette logique de cette recherche cosmologique et de l'entropie.
pour Penrose. Alors on peut faire une théorie autonome des trous noirs, ce que Marc a fait avec Jean-Pierre, etc., sur les trous noirs, mais ceci s'installe dans une réflexion générale de Penrose, cette réflexion cosmologique. Et donc, vous savez que les trous noirs, d'ailleurs, du point de vue expérimental, je veux dire, c'est aussi une expérience, la fusion de deux trous noirs. Il y a eu à l'APC quelqu'un qui a travaillé, Matteo, je ne sais plus comment, là, qui a pu nous faire une théorie de la fusion de deux trous noirs. Et avec cette hypothèse de Hawking, c'est que les trous noirs finissent par se dévorer les uns les autres, et à la fin, c'est la théorie de l'évaporation des trous noirs, ce qu'il appelle le pop final. Donc c'est le pop ultime mais, dit Penrose, après ça va continuer, c'est pas grave, parce que on va pouvoir passer à un néon successif. Hein. Donc là, je vais terminer sur ce point. Bon, il y a plein de choses que je suis obligé de sauter. Je voulais justement aller pour présenter. Voilà. Donc, le diagramme de la cosmologie conforme cyclique qui est présenté là. Donc, vous voyez, vous avez des cycles et des temps cycliques qui sont ce qu'il appelle des éons. Hein. Et vous voyez, là, il y a le Big Bang, qui est mais il peut être étiré vers l'arrière et aller vers l'avant, hein, et ça va continuer. Et donc, vous avez à chaque fois des rescaling, enfin des rééchelonnements conformes, hein, et on a en fait une espèce de variété indéfinie qui se poursuit indéfiniment à travers ces cycles-là. Alors, il faut bien comprendre que l'hypothèse du temps cyclique, c'est une vieille hypothèse, hein, qui date des Grecs, d'une certaine manière. Et on a, même si vous regardez Ellis, quand il a fait un gros texte où il fait, il fait le recensement de toutes les théories cosmologiques qui ont lieu, il recense aussi, à l'époque on ne connaissait pas encore Penrose, il recense le temps cyclique. Mais là, Penrose, si vous voulez, il a comment dirais-je, à la fois donné des arguments physiques, des arguments cosmologiques et des arguments mathématiques, évidemment qui restent encore à prouver. Hein. Il y a énormément de problèmes qui sont ouverts par cette possibilité-là, et en plus on sait qu'elle est, pour des raisons, toutes sortes de raisons, elle n'est pas acceptée de façon par la communauté des cosmologues, d'après ce que je peux en savoir, et ce qui fait que Penrose, d'une certaine manière, travaille de façon assez isolée dans ses propositions. Donc, là, juste, je termine. Donc, dans la phase finale d'un cycle donné, c'est l'ère d'un ennui profond. Hein, et les événements marquants de cette fin de cycle, c'est des pop finales, hein, qui sont des minuscules résidus de trous noirs qui finissent par disparaître, hein, après avoir perdu toute leur masse. Alors, dans ce que Penrose dit de façon très littéraire, dans le douloureux et lent processus que constitue le rayonnement Hawking. Et bon, donc voilà ce que c'est que cette cosmologie cyclique. Alors simplement, donc là, il y a des I+, et des B-, parce qu'il y a le Big Bang de ce côté-là, et les U+, c'est l'avenir, et on va essayer de raccorder par ces théorèmes de prolongement les cycles différents, et continuer comme ça de façon indéfinie. Hein. Et donc, toutes ces possibilités et toute cette physique, évidemment, est gouvernée par des équations qui sont invariantes conformes. C'est même la base de ces thèses. Donc, voilà. Voilà, bon, j'ai pas trop dépassé.
j'ai pas trop dépassé, là, ça va. Donc voilà. Donc, on a débattu globalement sur toute l'après-midi. Alors, on peut peut-être prendre juste une ou deux questions et puis ensuite poursuivre en dehors du lieu les discussions. S'il y a des questions sur le fond. Oui, je regarde. Jusqu'à présent, je regardais, mais il n'y en avait pas pour l'instant. Merci beaucoup. C'était très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la cosmologie de Penrose elle est vraiment fondée sur le deuxième principe de thermodynamique. Et du coup, il me semble qu'en fait, ces objections contre la théorie de l'inflation, elles sont tout à fait justes, enfin, elles sont tout à fait oui, correctes. alors Elle aggrave le problème, même la théorie de l'inflation, en fait. Je n'ai pas dit, l'inflation, il la met dans le pré-Big Bang. Donc, il n'a pas besoin de l'inflation. Oui, voilà, lui, il s'en passe, quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que la communauté des cosmologistes ne réagit finalement assez peu à ces critiques-là, alors que est-ce que c'est parce que, de manière générale, les cosmologistes considèrent qu'on ne peut pas extrapoler le second principe de thermodynamique, ou est-ce que c'est des raisons peut-être strictement sociologiques? J'ai beaucoup simplifié les choses et, comment dire, je ne suis pas sûr, mais là, ça, c'est vraiment à la limite de mon savoir, hein, je ne suis pas sûr que comment dirais-je, que Penrose soit orthodoxe, même du point de vue de l'interprétation du second principe. Mais j'en sais pas assez j'ai l'impression qu'il faudrait, si vous voulez, que le passage, l'extrapolation de la question du second principe à la cosmologie doit certainement poser problème. Plusieurs petites remarques. D'abord, ce modèle dépend de la véracité de l'hypothèse de Hawking d'évaporation des trous noirs. Ce qui est quand même une spéculation dont on n'a aucune confirmation. C'est une idée qui plaît beaucoup aux gens, mais c'est quand même fondé sur une espèce d'adaptation de la théorie quantique des champs en espace-temps courbe. Il y a déjà tellement de problèmes en espace-temps plat que, bon, voilà, c'est une spéculation, c'est un premier degré de spéculation. Mais admettons ça, on sait qu'il y a un problème d'entropie des trous noirs, c'est-à-dire est-ce que l'énorme entropie du trou noir se retrouve ou non dans le rayonnement de Hawking s'il existe? C'est une question qui est non résolue et à propos de laquelle il y a beaucoup de débats qui ont été très médiatisés, mais qui n'est toujours pas résolu. Et donc, si tu veux faire un bilan d'entropie de l'univers, ça va évidemment jouer. Donc, c'est un deuxième degré, si tu veux, de spéculation. Par ailleurs, moi, j'avais regardé quand même l'évolution de l'entropie dans l'univers. En fait, l'entropie de l'univers, à part les trous noirs dont on ne connaît pas l'abondance aujourd'hui, mais elle est complètement dominée par le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire que de manière covariante, commobile, je veux dire, l'entropie de l'univers, elle augmente un tout petit peu, mais elle est quasiment constante depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le dire autrement, l'expansion de l'univers est toujours considérée comme un processus adiabatique, à tel point que, par exemple, on calcule l'abondance des neutrinos cosmologiques par un raisonnement qui suppose complètement que tout est adiabatique dans l'expansion de l'univers. Donc, j'ai du mal à imaginer comment on pourrait, premièrement, avoir une augmentation significative de l'entropie, et deuxièmement, comment on peut faire un raisonnement anthropique pertinent sur l'univers, alors que, si tu veux, j'ai l'impression que toute analyse de l'expansion cosmique et de l'évolution de l'univers en termes d'entropie ne mène absolument à rien, parce que justement cette entropie est tellement constante. C'est-à-dire toute la formation des étoiles, des planètes, des galaxies, qui à notre échelle représente beaucoup d'entropie, à l'échelle de l'univers c'est 10-8, quelque chose comme ça. Donc, en fait, l'entropie de l'univers, c'est l'exponentielle du nombre de photons. Et quoi qu'il arrive, ce nombre change très peu. Donc, je vois pas oui, très... mais le cas du Big Bang,
qui est Le Big une Bang entropie même, très faible, une très faible entropie, du point de vue gravitationnel. Hein. Oui, mais l'entropie gravitationnelle, on ne sait pas ce que c'est, à part celle des trous noirs dont encore une fois, on fait une assimilation qui est, à mon avis, tout à fait légitime, qui a des bonnes raisons de la faire, et dire que l'entropie du champ gravitationnel, on ne la connaît pas, on ne sait pas la définir. Et justement, il a été proposé que ça soit lié au tenseur de Weyl, mais l'entropie est censée être une grandeur scalaire, alors que le tenseur de Weyl, c'est quelque chose qui est tensoriel, évidemment. Mais il y a un autre point, c'est que l'entropie d'un système, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'entropie d'un système du point de vue d'un certain observateur. Mmh. C'est-à-dire, si moi je regarde ce verre d'eau, je vais lui associer une entropie. Toi, tu regardes le même verre d'eau, mais tu sais qu'il est un peu plus chaud en bas qu'en haut parce qu'il vient d'être chauffé. Tu ne vas pas lui associer la même entropie. Donc, l'entropie d'un système, c'est la quantité d'informations qui manque à l'observateur pour le décrire complètement. Mais et donc, dans le cas du système solaire, c'est pareil. Je veux dire, peu importe. Le Soleil lui-même. Mais bien sûr, mais parce que c'est l'entropie de la chaleur. La chaleur, c'est une forme d'énergie, donc que tu ne sais pas exploiter. Pourquoi ? Par exemple, quand tu as un moteur à explosion, l'amélioration des moteurs à explosion qui consiste à dessiner la chambre de combustion de manière à ce que le gaz, l'étincelle se produise au bon endroit, tout ça, c'est lutter contre le deuxième principe, et c'est finalement avoir une meilleure connaissance de la manière dont le gaz va être réparti. C'est exactement ça, c'est de l'information. Donc l'entropie, ça n'est rien d'autre que l'information que tu as sur un système. Donc j'ai du mal à comprendre comment un raisonnement basé sur l'entropie en cosmologie, alors que la notion d'observateur, elle est un peu écartée dans ce cas-là, pourrait amener à de la cosmologie. C'est ça qui personnellement, moi, ne me plaît guère chez Penrose, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas de succès, parce que, je répète, l'introduction de la notion d'entropie en cosmologie, je pense qu'elle ne s'est jamais montrée pertinente, et j'ai pas regardé à fond, mais je n'ai pas vu comment ici elle devient davantage pertinente. D'abord, c'est encore une fois l'entropie, c'est l'entropie du point de vue d'un observateur. Donc, quel observateur et est-ce que c'est l'entropie de l'univers ou l'entropie de la partie observable de l'univers? Est-ce que c'est une entropie qui inclut une composante gravitationnelle, même hors des trous noirs? Je ne sais pas. Pour lui, c'est l'entropie de l'univers. Oui, mais de quel univers? Si l'univers est infini, par exemple, son entropie est infinie et elle reste infinie. Donc tu ne peux pas parler... Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas bien défini. Je propose de prendre une dernière réaction et puis ensuite de poursuivre en dehors du lieu. Je peux peut-être amener quelques éléments de réponse là-bas. Jean-Jacques aussi. Bon, pour l'entropie, effectivement, le mot, on ne peut pas le dissocier du contexte dans lequel on le définit. L'entropie à l'informatique, l'entropie en codage, etc. Bon, vous savez tout ça. Maintenant, en cosmologie, pour pouvoir définir l'entropie, il faut définir, vu qu'on fait de la relativité générale, il faut définir ce qu'est la thermodynamique, ou plutôt un équilibre thermodynamique en relativité générale. Et ça, Souriau l'a fait. Et dans ce cadre-là, il a défini l'entropie, la densité des photons. La densité des photons. Ah, excuse-moi. Bon. Oui, on n'entend pas. D'accord. Alors je disais, non, je m'entends. Ok. Alors je répète. Alors le mot entropie, on ne peut pas le dissocier du contexte dans lequel on l'utilise. Je disais, exemple, en informatique ou bien en codage, l'entropie, on sait ce que c'est, et ce n'est pas en fait le log, c'est plutôt le produit d'une quantité avec le log de cette quantité. Parce que ça a des propriétés particulières qui peuvent effectivement donner de l'information sur beaucoup de choses. Alors, en relativité générale, ou plutôt pour décrire l'univers, Souriau, dans ses principes de relativité générale, il a défini ce qu'est l'équilibre, l'état d'équilibre. Et par la voie de conséquence, il a aussi défini ce qu'est l'entropie. Et l'entropie, c'est la densité des photons de l'univers que l'on décrit dans le modèle de Friedman. Donc là, je
je réponds effectivement à une question que Marc s'est posée et qui est bien, et la réponse elle est claire. Voilà, c'est tout. Encore, merci beaucoup à tous pour votre présence.